Les étalons de Kamou-Malo en mode réglage avec un effectif largement remanié. Le Burkina s'est incliné 0-1 devant le Maroc en match international amical. Une deuxième défaite qui va clore donc une préparation en attendant le début des hostilités en septembre prochain avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 au moment où l'Union nationale des supporters des étalons s'organise pour renouveler ses instances dirigeantes. El Hadj Ablassé Amego, le président sortant, ne sera pas candidat à sa propre succession. Et après la page étalon, on va parler de face au foot avec la D1 qui amorce sa dernière ligne droite avec la 32e journée du championnat donc, de première division. En semaine et en week-end, on aura la finale de la Coupe du Faso qui va se jouer. L'Amérique du football et bien sûr l'Euro en activité. Et pour parler de toutes ces activités footballistiques nationales et internationales, je reçois sur ce plateau notre envoyé spécial depuis Abidjan et Rabat. Il s'agit donc de Christelle Dabré-Paré. Bonsoir et merci de vous installer. L'autre invité de cette intégrale foot, il s'agit d'un habitué. Il est journaliste sportif à la radio municipale du Grand Ouaga. Il s'agit de Claude Romba. Bonsoir Claude. Merci de vous installer. Mesdames et messieurs, fans de foot, voici pour vous Intégral Foot numéro 57. Voilà, Christelle, ça fait quand même une dizaine de jours que vous êtes parti à Abidjan, Rabat. J'espère que, en tout cas pour vous, envoyé spécial, les choses sont bien passées. Oui, dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais c'était fatigant. J'imagine. Alors, Claude Romba, tout comme moi, vous n'avez pas suivi ce match à la télé? Non, j'ai suivi peut-être le premier match à la télé, avec la Côte d'Ivoire. Après, bon, le deuxième, on a suivi ça un peu grâce aux liens sur les réseaux sociaux, donc voilà. Voilà, donc avec ce que vous avez pu avoir, vous allez essayer de parler donc de ce match. Et on entame tout de suite avec Echo des Pros. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Echo d'Afrique. En préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, Kamou-Malo et ses garçons ont essuyé une défaite en terre chérifienne samedi dernier contre les Lions de l'Atlas. Les talents ont tenu, mais ont fini par craquer pour s'incliner 0-1. On voit le résumé avec nos envoyés spéciaux donc au Maroc. Il s'agit de Jean-Eudes Bayala et Christelle Dabré-Paré. Lions de l'Atlas étalent un match de visage pour leur 11e opposition, dont la 6e en amicale internationale. Les deux pays ont peiné dans le jeu. Vaïd Ali Lozic et Kamou-Malo ont misé sur la jeunesse. La première période est terne et sans grand relief, avec peu de précision et d'occasion de but, même si elle reste dominée par les locaux. Marocains et Burkinabés se séparent 2-2 à la mi-temps, 0 but partout. La deuxième période est plus relevée. Les 22 acteurs sont ressortis des vestiaires plus investis et déterminés. Le Maroc concrétise son ascendant sur un coup franc. Le tir de Achraf Hakimi avec l'aide du poteau ne laisse aucune chance au portier Hervé Kofi Kouakou. Un but que l'international marocain dédie à son coéquipier de l'Inter Milan, le Danois Christian Eriksen, victime d'un grave malaise cardiaque quelques heures plus tôt lors de Danemark-Finlande à l'Euro. Ce but a le mérite de faire réagir Kamou-Malo. Les entrées de Lamine Ouattara, Draman Salou, Arnaud Sibri Tsanou déstabilisent les Marocains. Les Burkinabés se créent les occasions, mais pêchent dans la finition. Les locaux menacés conservent toutefois leurs acquis à la fin du temps réglementaire. Après la Côte d'Ivoire, le Burkina enchaîne avec un revers devant le Maroc 0-1.
Quand on venait pour ces 2 matchs amicaux, ce n'était pas le pari, ce n'était pas de battre la Côte d'Ivoire, de venir battre, comment on appelle, le Maroc. Alors, les matchs, vous les avez vus, il y a eu du contenu, mais qu'il faut relativiser. Parce que, par exemple, ce soir, j'ai vu une équipe à 2 visages où nous avons mis un bloc médian en place parce que ces 2 matchs se déroulent à l'extérieur. Il faut aussi adopter la tactique par rapport au lieu du match. Alors, quand on a encaissé le but, vous avez vu qu'on a tenté de faire monter un bloc haut. Et là, nous avons créé pas mal de soucis à l'équipe adverse. Alors moi je pense que nous sommes dans une phase simplement de préparation et qu'il n'y a pas de péril dans la demeure. Quand vous regardez, vous avez vu le match à Abidjan, vous avez vu le match aujourd'hui, vous avez vu les joueurs qui ont été appelés. On a la matière pour avoir une grande équipe. Maintenant je pense qu'il faut trouver, si vous voulez, la formule pour mettre tout ça en musique, pour sortir la meilleure équipe possible qui peut nous donner des résultats. On a du mal à marquer. Si vous avez regardé le match aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ait eu plus d'un tir cadré. Bon, les tirs non cadrés, j'ai regardé, on n'en a pas eu plus de 3, 4, 5. Pour un match de 90 minutes, il y a un problème. Donc je pense qu'il va falloir, comme je l'ai dit, avec beaucoup de lucidité, regarder tout ça et voir ce qu'on peut faire. De nouvelles échéances attendent les étalons. Le 1er septembre, ils affrontent le MENA du Niger avant la réception de l'Algérie le 5 septembre prochain pour le début des éliminatoires du mondial qatari. Et voilà, nous avons notre envoyé spécial sur ce plateau, Christelle Dabré. Alors, vous avez vu le match d'Abidjan, et vous avez vu le match de Rabat. Alors, quelle était la différence? La différence à Abidjan, c'est qu'à partir de la 72e minute, on a commencé à pêcher. Et par contre, au Maroc, à partir de la 52e minute, le Burkina a commencé à se réveiller. C'est surtout ça qui était la différence entre les 2 rencontres. De l'autre côté, on a subi la fin de la rencontre. Et on avait démarré fort. On avait démarré fort et on a subi la rencontre à la fin. Pourtant, au Maroc, on s'est réveillé vers la fin. Et je suis sûre que si on nous donnait encore 10 minutes, même, je pense que le Burkina allait marquer parce que les Marocains étaient fatigués. On a vu effectivement qu'à un moment donné, on a vu quand même Kaou Malo qui a jeté, et il me semble, sur vos images, 3 joueurs en même temps, dont Mohamed Lamine Ouattara, que le meilleur, en tout cas artificier, du championnat national. Est-ce que ça a contribué véritablement à donner un nouveau visage à cette équipe des talons-là? Oui, incontestablement. Incontestablement, l'entrée de Lamine Ouattara, l'entrée de Sibiri Sanou Arnaud, et puis l'entrée également ça a déstabilisé complètement les Marocains. Parce qu'ils s'attendaient à ce que le Burkina subisse toujours, parce qu'on a été dominé. La première période, on a été dominé, en début de deuxième période également, mais quand Kamou Malo a fait les remplacements, on a vu que ça les a déstabilisés, ils ont commencé à paniquer. Ça n'a pas été facile, c'était une fin de match qu'il fallait gérer. Mais ce que je loue au niveau des Marocains, ils ont su gérer la rencontre. Ils ont vraiment su gérer la rencontre, contrairement à nous quand nous étions en Côte d'Ivoire. Absolument. Alors, on a vu dans le match, et selon ce que Christelle nous dit, 2 tirs cadrés, et beaucoup de déchets offensifs. Et quand on regarde sur les 2 matchs de préparation, on a un but. Est-ce qu'il y a un problème véritablement qu'il faut résoudre au niveau de l'attaque des talons? Oui, il y a forcément un problème. Quand on n'arrive pas à marquer, il faut chercher à résoudre. Donc pour moi, là, mais pour moi je préfère rester sur le contenu du jeu et puis également aussi la configuration. Voilà. On a vu, en tout cas après les éliminatoires de la CAN, comme on a été beaucoup critiqué parce qu'il n'a pas essayé, parce qu'il n'a pas osé. Cette fois-ci, il a osé sur les 2 rencontres. Remanier une équipe à près de 80%, je pense que vous ne pouvez pas demander à ce que les automatismes se font automatiquement. Après, quand tu analyses, les gens, beaucoup d'hommes disent on est satisfait de l'axe des étalons, mais l'axe des étalons joue ensemble depuis combien de temps? Voilà, donc je pense aussi que, c'est-à-dire Dayo, Edmond, et voilà, on est satisfait parce que bon, les automatismes sont déjà là. Il y a plusieurs matchs, ils jouent plusieurs matchs ensemble. Moi, ce qu'il faut retenir, c'est un peu la réaction de ces jeunes-là.
qui ont été jetés dans le bain, qui ont su réagir, qui ont su prendre la mesure des attentes, qui n'ont pas eu peur, qui ont essayé de poser leur ballon. Maintenant, c'est leur première. C'est difficile, il y a des gens à qui il y a des aptitudes qu'on n'a pas parce qu'il y a des habitudes plutôt qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas joué ensemble. C'est la première fois qu'on joue ensemble. Donc moi je pense qu'il faut rester sur cela. Maintenant, il faut trouver maintenant l'équipe type qui va pouvoir jouer. On va y arriver. Alors quand on regarde sur les 2 matchs, les 3 buts qu'on encaisse, c'est sur des balles arrêtées. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense qu'on a même posé la question à Kamou Malo qui reconnaît qu'il y a véritablement un problème à ce niveau. Il promet de travailler parce que c'est quand vous regardez la physionomie des 2 matchs, c'est ce qui choque. Parce que tous les buts que nous prenons, c'est ce coup de pied arrêté. Parce que la dernière fois à Abidjan, on avait pensé que c'était l'inexpérience de Farid Ouedraogo. Mais cette fois-ci, c'est quand même Hervé Kofi Kouakou qui est dans les perches. Non, il faut Claude, je dirais même qu'au-delà même de ces 2 rencontres-là, quand vous regardez les matchs de Kamou Malo, lors des éliminatoires, on a reçu beaucoup de buts, ce coup de pied arrêté et ce penalty. Donc on se pose la question quand même. Alors il faut... Penalty. Je n'ai pas compris. Oui, penalty... Je dis lors des éliminatoires, quand on regarde la CAN, les éliminatoires de la CAN, bien sûr. D'accord, ok. Non, moi, vous savez que le coup de pied arrêté, c'est ce qu'on appelle les standards en football. À partir du moment où, aujourd'hui, quand vous regardez le football moderne, c'est de plus en plus difficile de marquer sur des attaques placées. Souvent c'est sur des contre-attaques ou en tout cas c'est vrai qu'on demande de faire des attaques placées. Mais en ce moment aujourd'hui c'est de plus en plus difficile. Donc on cherche ces oiseaux rares. Aujourd'hui si vous commettez un coup franc aux abords de les 18 mètres, c'est pratiquement un pénalty, c'est pratiquement un but. Voilà. Il faut aussi avoir ces joueurs, il faut avoir ce genre de joueurs là aussi avec soi. Donc vous parce voyez qu'aujourd'hui la chose, il faut que le Burkina aussi travaille à avoir. Voilà. Si ce sont les fautes, qu'à un moment donné on avait Alain Traoré. Voilà. Si ce sont les fautes, il faut les minimiser au maximum. Mais on ne pourra pas jouer sans faire de faute. On ne pourra pas jouer sans... Vous voyez le but de Achraf Hakimi. Vous l'aviez dit. Ça veut dire que vous avez une faute comme ça. Il y a une faute. C'est éviter de faire des fautes dans cette partie du terrain. Si vous faites, qu'est-ce qu'on fait? Même si vous mettez le meilleur gardien au monde, si vous avez un Achraf Hakimi, si vous avez un Hakim Ziyech, voilà. Vous allez faire quoi? Voilà. Aucun gardien au monde ne résiste à ça. Et ce n'est pas face à Hervé Kofi seulement qu'ils ont marqué ces gens de but-là. Que ce soit en Italie, que ce soit en Angleterre, vous avez vu ces buts qui sont marqués. C'est dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle sur les coups de pied arrêtés. On dit on va travailler ici, on va travailler ça. Si vous avez un coup de pied arrêté là, qui Hakim Ziyech vient, il frappe, il marque, vous faites quoi? Donc c'est peut-être éviter ces fautes-là. On ne peut pas éviter les fautes. Il faut peut-être travailler à ce que nous aussi on ait ces armes fatales là. À notre sein pour gérer ces coups de pied, Ensuite, peut-être également aussi on ne peut pas ne pas faire de fautes. Oui, mais on a vu que c'est maintenant, il faut éviter, il y a des moments précis où il faut savoir défendre en fait. Il faut savoir défendre debout, surtout. Savoir défendre debout, ne pas donc laisser un mètre, ou en tout cas... Il faut peut-être revoir ces choses. Voilà que vous faites des ébauches de solutions. On a vu l'effectif de Kamou Malo, en tout cas largement remanié. Et sur l'ensemble des 2 matchs, on a vu que Kamou Malo s'est efforcé quand même de voir la majorité de ces 32 joueurs convoqués. L'appréciation donc du rendement des néo-étalons avec nos envoyés spéciaux. Deux face-à-face et beaucoup d'enseignements. Les 2 dernières sorties amicales internationales du Burkina contre la Côte d'Ivoire et le Maroc ont permis au sélectionneur national Kamou Malo de jauger son effectif et apprécier individuellement les qualités des joueurs convoqués. Nous avons fait 2 défaites. Mais au-delà du résultat, je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer parce que l'objectif aussi n'était pas résolument de venir faire des victoires, mais plutôt
plutôt de passer en revue, en tout cas des garçons que nous avons convoqués beaucoup pour la première fois en sélection. C'est de la prospection, c'était en tout cas pour voir quels sont ces garçons qui pourraient en tout cas apporter à cette équipe nationale. De jeunes pousses ont tapé dans l'œil du technicien. Et je dois dire que Lamine m'a agréablement surpris ce soir. Et vous savez, il faut avoir le courage de le dire. Quand les gens pensent qu'un joueur issu du championnat local a tout de suite le niveau, bon, c'est très rare que le réussisse. Il y a le tract et puis il y a les habitudes. Alors, moi j'ai vu un garçon qui est rentré avec beaucoup d'envie et c'est ce qu'il faut. Un garçon comme Draman Salou, Gustavo Sangaré, que beaucoup de gens avaient oublié et qui jouait en national il n'y a pas longtemps. Je pense qu'à l'issue de ce match, sa situation pourrait évoluer. Alors c'est déjà ça. Et il faut qu'on nous permette de travailler en toute sérénité au lieu de nous acharner, parce que je sais que derrière certaines attaques, c'est peut-être des agendas cachés ou bien en tout cas de lobbying pour certains joueurs. Même si le chemin de la titularisation et de la professionnalisation ne font que s'ouvrir pour eux, ils sont contents d'avoir marqué un coup. Au début, j'avais la pression grâce aux confiances de l'équipe et puis mes coéquipiers qui m'ont soutenu. Bon, je me suis bien surpassé, je suis maîtrisé la pression et j'ai joué mon match tranquillement. Bon, je voulais donner le meilleur de moi-même. Bon, ça n'a pas été trop comme ça, bon. Mais prochainement, je vais tout donner. Bon, ce n'est que la moitié seulement. Bon, j'avais un peu peur. C'est ce qui m'a fait retenir un peu. Bon, au début, c'était bizarre, mais prochainement, ça va aller. C'est une expérience pour moi aussi, parce que devant le but, il faut être tranquille, mais j'étais pressé pour pouvoir marquer le plus vite possible. Donc ça arrive dans le foot. Ma première expérience, déjà, je suis content d'être là et je suis bien. C'est une famille parce que déjà, rentrer dans un groupe et jouer comme ça, c'est pas facile, mais si tu as les cadres du groupe, les amis qui sont avec toi, tout et tout, pour moi c'est ça qui nous a aidés et ça a facilité le match. Le pari du renouveau assigné au sélectionneur est en train d'être gagné. Un des objectifs de sa mission à la tête de l'encadrement technique. Pour lui, son avenir ne souffre d'aucune ambiguïté. Je vous assure que moi, au jour d'aujourd'hui, je ne crains pas et puis de toutes les façons, nul n'est éternel. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Kamou Malou Sanira, la tête haute. Mais je pense que l'heure n'est pas là. Mon employeur m'a assigné des objectifs très clairs. Et je pense que jusqu'à présent, nous sommes dans ces objectifs. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Christelle Dabré, vous avez vu ces jeunes-là pendant tout le match. Il y a des motifs de satisfaction. Bien sûr, bien sûr. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai été agréablement surprise de les voir évoluer comme ça avec aisance. C'est vrai qu'au départ, il y avait la peur un peu. Ils étaient un peu frileux. Voilà. Mais au fur et à mesure de la rencontre, vraiment, on a été tous séduits. Exactement. Ben, si on ne leur donne pas l'occasion de s'essayer au niveau des matchs amicaux. Où est-ce qu'on va les essayer? On ne peut pas les essayer comme ça pour amener plus d'automatisme entre eux. Tout à fait. Et le président de la fédération a sorti une expression qui m'a bien plu. Comment mettre tout ça en musique? Non, mais c'est... Sinon, il y a des qualités individuelles. Maintenant, comment mettre tout ça en musique? Mais c'est mettre tout ça en musique, ça commence là. Ça commence à partir de ces matchs amicaux. Ça commence par la détection. Il va falloir que Kamou Malou suive... Qu'est-ce que Kamou Malou fait alors d'ici à septembre? Non, il faut suivre la progression des jeunes. Donc, au fur et à mesure, à partir de ce moment, aujourd'hui, il doit avoir quand même... Il a pu avoir une idée sur chacun. Il doit avoir... Parce que je ne pense pas qu'il y ait encore une fenêtre qui sera ouverte pour chose. Donc ça veut dire que quelque part dans sa tête, ça va trottiner. À partir de ces deux matchs amicaux, il doit les données récoltées. Et puis, en septembre aussi, ça va être un autre challenge pour les joueurs. Ça veut dire que maintenant, ceux qui seront en forme du moment pourraient être appelés pour évidemment avoir sa tactique de jeu, son plan de jeu, qui mettre à la place, qui mettre où et comment. Et puis également, comme je vous l'ai dit, le coup de pied arrêté, ça compte beaucoup. J'entends des gens qui disent, voilà, nous on a Alain Sibri Traoré qui est là, qui est une arme fatale. Certains se demandent, mais pourquoi on l'appelle? Ou en tout cas, voilà. Peut-être que moi, le reproche que je peux faire à Alain Traoré aujourd'hui, c'est peut-être au niveau comportement. Voilà.
Mais ça se comprend aussi, le jeune est assez frustré contre lui-même parce que la carrière qu'il avait voulu avoir, il n'a pas eu à cause des blessures, c'est un nombre de choses. Peut-être que c'est sa manière d'exprimer ça. Le fait de prendre un psychologue va peut-être permettre de gérer ces genres de situations. Mais vous avez un Alain Sibiri Traoré dans votre équipe, à tout moment, sur une balle arrêtée. C'est pas parce qu'il n'arrive plus à être décisif. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il sera pris en charge, parce qu'on a parlé d'un préparateur psychologique qui va venir, peut-être que ça manque aussi. Ça peut peut-être ramener un certain nombre de choses pour pouvoir concentrer l'énergie que chacun a sur l'objectif qu'on se donne, sur le vécu, le résultat qu'on cherche. Donc je pense que tout le monde, aujourd'hui, tout le monde a sa place dans cette équipe nationale-là. Ne jetons pas la tête sur... Non, justement, c'est ce qui est intéressant. Il faut que tout le monde se sente concerné et qu'au moment où on vous appelle, vous devez être prêt pour répondre. C'est ça. Et qu'il n'y ait pas, évidemment, comme je l'ai dit, donc des sélections de complaisance. À partir du moment où aujourd'hui on a vu qu'il y a une palette de joueurs qui sont capables de pouvoir s'exprimer. Et donc voilà, il a tout ça. Et il y a encore d'autres qui sont en train donc, de revenir. Donc voilà un peu ce qui pourrait être comme configuration par rapport... Aujourd'hui, on peut être content. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, on a beaucoup d'ingrédients. Voilà. Donc on doit pouvoir faire une très bonne chose. Voilà, on doit pouvoir bien préparer, en tout cas, pour que ce soit... Voilà. En tout cas, Sibiri Alain Traoré, à qui nous souhaitons pour l'établissement, il avait été testé positif au Covid et, en tout cas, aux dernières nouvelles, tout rentre dans l'ordre. Christelle, dites-nous, l'ambiance d'ensemble depuis Abidjan jusqu'à Rabat, l'ambiance de groupe, comment c'était? En tout cas, c'était une très bonne ambiance. Quand nous étions là-bas avec eux, à l'hôtel, au niveau des séances d'entraînement, on sentait vraiment un groupe soudé. Et on sentait également que les jeunes avaient envie de prouver quelque chose. Ils étaient même pressés de jouer. Vous avez vu que quand on les a lancés, ils ne se sont pas posé de questions. Ils ne se sont pas posé de questions. Vraiment, il y avait une très très belle ambiance. Et moi, j'ai aimé entre les anciens, les moins anciens, les nouveaux. On ne sentait pas que... Des garçons comme les Charles qui sont derrière voilà, qui sont déjà avec nous on appelle Capi, il y a des Aksoba, ils ont de ces petits souvenirs qui s'appellent. Vraiment, c'était une très très belle ambiance. Je pense que ça a mis tout le monde en confiance. Quand vous voyez les jeunes, eux-mêmes, ils ont eu à le reconnaître. Quand ils sont rentrés, ils étaient un peu crispés. Mais avec les encouragements des uns et des autres, il y en a même qui disaient tape, frappe. On entendait tout ça au stade, donc ça fait que ça les a donné du courage. Il ne faudrait pas aussi qu'on oublie que quand on est compétiteur, il y a des égos. Et c'est ce qui est intéressant. Je pense que souvent on a l'impression que tel ou tel ne se parle pas. Et ça, c'est très bon. Parce qu'il faut qu'ils se défient, il faut que chacun essaie. Donc les égos, c'est ça. Quand on a les meilleurs, il va falloir que ça se touche. On le voit dans les grandes équipes. Voilà, dans les grandes équipes. Voilà. Alors, on revient au pays pour parler face au foot. Une bonne opération pour l'AS Douane. Samedi dernier, match en retard de la 27e journée. Les Gabelous ont signé une brillante victoire, 3-2 devant Salitas FC. Une défaite qui éloigne les Colombes de Ouaga 2000 du titre national, alors que l'AS Douane se repositionne pour mettre la pression à l'USFA et à l'AS Sonabel, leader donc, du championnat, dans la course au sacre. Adama Guiti et Abdoulaye Kabouré. Toutes les deux sont prétendantes au titre. L'AS Douane entend dompter l'équipe de Salitas. Et les deux camps ont des arguments à faire valoir sur cette pelouse du stade Youssouf Joseph Colombo. Colombe et Gabelou proposent un jeu alléchant. Dans ce duel, c'est l'AS Douane qui, le mieux, se signale à la 30e minute par Ahmed Diomandé. AS Douane 1, Salitas 0. Salitas est mené et entend donner la réplique. Le missile de Youssouf Baro est sorti par le portier Aboubakar Junior Ouedraogo. La mi-temps intervient sur le score d'1-0 pour les Gabelous. Le second acte de l'opposition est relevé. Tous les ingrédients sont là. C'est la lutte des titans. À la 49e minute, Sansanda, d'un pointu, porte le score à 2-0 pour l'AS Douane. C'est son 17e but dans ce face-au-foot, talonnant à une unité le meilleur buteur Mohamed Lamine Ouattara. L'ex-sociétaire de Salitas Michael Ibé met tout le monde d'accord à la 61e minute. Mansour Khan ne voit que du feu. AS Douane 3, Salitas 0.
Les Colombes se révoltent et réduisent le score à la 66e minute par Aboubakar Sidiki Traoré sur une frappe imparable. Les protégés de Mokhtar Barrow élèvent leur niveau de jeu et cherchent à confisquer le ballon. L'entrée d'Oumar Kaboré fera du bien aux oranges et verts. Ce dernier va se mettre en exergue à la 73e minute sur un but d'anthologie, généré par une papinade digne de Jean-Pierre Papin. Quel but! Il domine le reste de la partie sans parvenir à obtenir la parité au score. AS Douanes 3, Salitas 2, c'est le score final. On a très tôt voulu prendre les devants des choses. Je pense que c'est ce qui nous a mis dans cette situation confortable. Voilà, déjà on ouvre très tôt, on ouvre la marque tout de suite avant la pause. Et après, il fallait aller chercher dans les ressources parce que la journée précédente, on a vu cette équipe de Salitas jouer contre la Sonabel. On a senti un coup de fatigue. Cette équipe accuse un coup de fatigue. Donc les consignes ont été claires au niveau des jeunes. Voilà, on leur a demandé de pousser cette équipe et qu'à force de pousser, elle allait laisser des traces, elle allait forcément craquer. Je pense que ça s'est fait au niveau de la détermination et aussi au niveau de l'efficacité. Parce que les quelques occasions que nous avons eues, nous avons eu la chance de concrétiser. Nous avons poussé. La première partie du match, nous sommes procurés les meilleures opportunités, mais encore notre maladresse technique, et notre, comment on appelle, la complicité entre nos attaquants n'a pas été au rendez-vous. Donc sur les ballons qui devaient être remisés, on a tenté des frappes, donc ce qui n'a pas marché pour nous. Mais en deuxième partie, on a essayé de se repositionner parce qu'il fallait remonter 2 buts et il fallait prendre plus de risques. Cette défaite éloigne Salitas du titre et rapproche davantage l'AS Douanes du sacre. Il n'y a que 3 autres journées à jouer. Décidément, Salitas ne s'est pas tiré avantage, profite donc de ces matchs en retard, en tout cas sur ce coup-là. En tout cas, Salitas n'en a pas tiré grand-chose. Une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites en 5 matchs en retard. 5 points donc pris sur 15 possibles. En semaine, les Colombes s'étaient contentés du point du match nul face au leader, l'AS Sonabel, pour le compte du match en retard de la 26e journée. Salitas a pourtant pressé, comme vous le voir sur donc, ces images que nous a rapporté Jean-Modeste Ouedraogo, mais les électriciens n'ont pas cédé. Résultat des courses 0-0. Les électriciens qui évoluaient donc sans le buteur maison Mohamed Lamine Ouattara qui est avec les étalons en préparation. Donc un match nul donc qui ne permet pas à Salitas de faire son retard au tableau de classement. Alors, Il faudrait noter que Salitas aussi a évolué sans Herman Nikema. Ah, bien sûr. Voilà. Mais bon, voilà. Chacun avec quelqu'un quelque part. Sans son leader de la défense. Voilà. Donc, qu'est-ce qui ne va pas à Salitas? Je pense que pour moi, peut-être que c'est la gestion de tous ces matchs, la gestion de toutes ces émotions par rapport donc à la campagne africaine. Donc ils n'ont pas su gérer et aujourd'hui ils payent cash. Comme vous l'avez dit ici, les matchs en retard, ils n'ont pas su gérer. Et voilà pourquoi là où Salitas n'a pas peut-être tiré le son de ce qui s'est passé l'année dernière ou l'année passée. Je pense qu'ils avaient les matchs aussi en retard. Ils n'ont jamais eu la chance, ils n'ont jamais su gérer ces matchs en retard. Peut-être qu'il aurait fallu sur ce coup-là faire tout pour jouer ces matchs avant. Donc c'est vrai qu'ils allaient avoir quelques matchs en retard, mais à certains matchs en tout cas qu'ils auraient pu jouer avant de partir. Voilà, parce qu'il y avait la forme du moment, il y avait peut-être le catalyseur de la campagne africaine qui était là, qui aurait pu peut-être leur permettre d'atteindre un résultat plus probant. Maintenant que la campagne africaine, il y a eu une désillusion,
peut-être que ça a contaminé tout le monde. L'influx nerveux qu'on a peut-être mis pour vouloir évidemment écrire une autre page de l'histoire du football burkinabé en accédant au second tour de cette campagne africaine-là. Comme tout s'est écoulé, on a l'impression que tout s'est écoulé comme un château de cartes et Salitas n'arrive plus à enchaîner. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Mokhtar Barrow, on avait cru que l'électrochoc, ça avait constitué cet électrochoc parce qu'il est arrivé, il a pris, il y avait déjà une victoire. Et puis bon, après, sur ces matchs-là, parce que quand on veut être champion, quand on veut être donc sacré, donc la meilleure équipe de son pays, évidemment, il y a des matchs qu'il ne faut pas se louper. Et là, c'est comme le concurrent direct. Et là, les garçons même ont la tête au jeu. Parce que j'ai suivi le match de Salitas, mais je ne reconnaissais pas les garçons. Quand on les voyait jouer lors de la première période du championnat, je vais dire, et après leur retour de la campagne africaine, on a eu l'impression que c'était pas la même équipe. Quelque chose est cassé quelque part. Franchement, moi j'ai même posé la question, est-ce que ça allait dans les vestiaires? Et quelque temps après, on a changé Ladji Coulibaly et Mokhtar Barrow a pris la relève, ça allait. Mais est-ce que les garçons même ont la tête au jeu? Est-ce qu'ils ne s'étaient pas vus ailleurs, jouer ailleurs, en campagne africaine, se faire valoir et puis quitter le championnat national? Franchement, moi, je me pose beaucoup de questions. Parce que quand tu les regardes jouer, on n'a pas... Un complexe de supériorité? Peut-être bien. On n'a pas cette niaque-là qu'on voit au niveau de compétiteurs. Franchement, ce qui est sûr, difficile. Les choses sont toujours indécises sur le haut. Rien n'est encore perdu parce qu'il reste 3 matchs. Non? Oui, en 3 matchs, Salitas peut prendre Salitas à 53 points, 4e. L'AS Sonabel a toutes ses cartes en main, 58 points devant l'USFA, 56 points 2e, et puis l'AS Douane qui revient un peu avec le bénéfice de ce match en retard là, 55 points longs. Ça va être des matchs, je ne sais pas, mais waouh. Donc ça veut dire que quand vous avez Sonabel qui joue tous ces 3 matchs à l'extérieur, vous avez l'USFA également aussi qui aussi n'a pas des rencontres faciles. Mais il y a des enjeux en haut du tableau, mais également des enjeux au bas du tableau. Parce qu'il y a 4 clubs qui vont être relégués et là aussi, ce n'est pas du tout évident. C'est pas évident, surtout que bon, il y a aussi des rencontres entre des clubs concurrents directs, pour le maintien. Donc ça veut dire que c'est chaud bouillant. C'est chaud bouillant en tout cas. Voilà, donc la D1 qui rentre dans une phase décisive. Les enjeux sont tant au haut du tableau qu'au bas du tableau. On voit les oppositions et les lieux de ces matchs qui se jouent en simultané avec Mariam Ouattara. Après près de 2 semaines de pause, journée FIFA oblige, le Faso Foot reprend du service. Ce mercredi, la 32e journée du championnat de première division se jouera en simultané sur les différentes pelouses du pays. Pour l'entame de ce dernier virage, Mamadou Zongo Bebeto et Vitesse FC héritent d'un gros morceau, à savoir l'AS Douane, 3e du classement sur le terrain d'entraînement de Raïmo à 16h. Pendant ce temps, les Faucons du RCK, qui ont renoué avec la première moitié du tableau, seront face à l'USO dans le dur sur le terrain de l'USFA. Pour cette 32e journée, Waiguia accueille la confrontation Salitas AS Police. Les garçons du colonel Yak, 4e du classement, ont du mal à passer ce cap, tandis que Driou Ouedraogo et ses hommes sont dans un passage à vide. Au stade Wobi de Bobo du Lasso, les Kings du Royal FC se frotteront au leader, l'AS Sonabel. Majestic SC, après sa déconvenue de la 31e journée, reçoit les commerçants de Koudougou au stade municipal des Ignaré. Test grandeur nature entre les 2 finalistes de la Coupe du Faso. L'ASFA Yenenga et la SFB se retrouveront au terrain du RCK en attendant la finale de la Coupe du Faso. Banfora renoue avec la première division, du moins le temps d'une journée. Raïmo FC et Kozaf seront dans la ville sucrière pour le choc des mal classés. Au Issoufou Joseph Konombo, les militaires de l'USFA seront face au 17e Léopard de Saint-Camille. Le choc Tigre Stélis, ce sera au Sangoulé Lamizana. Brahma Traoré et les RCB croiseront l'étoile filante de Ouagadougou. Match à suivre en direct sur les antennes de la RTB, télé et radio. Merci à vous, Mariam Ouattara, de le dire pour moi. Ce sera donc en direct et en intégralité. RCB et fou. Et quelques correctifs
dans le tableau que nous a proposé Mariam Ouattara. Vitesse AS Douane, c'est à Banfora, et COSAF Raimo, c'est à Bama. Alors, Claude Romba, on a vu que cette 32e journée qui se joue mercredi en simultané sur les différents terrains, il y a quand même des chocs et pas des moindres. Des chocs et pas des moindres, vous l'avez dit. Vous avez vu, déjà, on a l'impression que c'est un peu déséquilibré entre USFA et Léopard de Saint-Camille. Mais quand on regarde les enjeux, USFA n'a plus droit à l'erreur si elle veut jouer le titre. Léopard de Saint-Camille aussi n'a plus droit à l'erreur si elle veut se maintenir dans l'élite. C'est déjà un choc. Ça veut dire que là également aussi c'est chaud. Quand vous regardez le match entre Raimo et COSAF, malheur au vaincu. Parce que tout le monde peut se maintenir à l'étape actuelle. Et après, que dire de cette rencontre je dirais, même Vitesse AS Douane. Vitesse également qui joue contre la relégation, Douane qui veut jouer le titre, qui va aller titiller l'équipe de l'AS Sonabel, Sonabel qui va jouer contre Royal, Royal qui est dans une bonne dynamique et qui n'est pas encore, il faut le dire, qui n'est pas encore sauvé parce que 7 avec 40 points mais n'est pas encore sauvé. Peut-être un match nul va permettre à Royal de se sauver définitivement, donc de jouer son maintien. Évidemment, un match nul ne va pas arranger l'équipe de l'AS Sonabel qui court depuis plusieurs années, qui n'a jamais eu de titre et qui se voit trop belle pour en tout cas l'occasion trop belle pour ravir le titre cette année. Je pense que on a vu le directeur général de la Sonabel en tête qui est galvanisé, qui dit cette année c'est pour nous, il faut qu'on fasse tout. Donc vous voyez, c'est dire que après la Super Coupe en 2019. Voilà, donc vous voyez que la Sonabel qui n'a jamais été championne voit donc la situation comme ça. L'AS Douane qui a perdu la Coupe du Faso parce que si vous voyez en train de prendre cette Coupe du Faso, ne voit plus rien d'autre que le titre. Donc c'est dit que elle n'a pas droit à l'erreur. Vitesse va vouloir se maintenir. Voilà. Il n'y a que des enjeux. Bref. Et mercredi dernier, le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football a rencontré les clubs de D1, les représentants en tout cas des clubs de D1 afin de trouver la meilleure formule pour terminer le championnat dans un meilleur climat. On écoute Lazare Bansé, le président donc, de la Fédération burkinabé de football à sa sortie de rencontre. C'était au siège de la Fédération burkinabé de football à Ouaga 2000. Il était important, vu les violences que nous avons constatées ces dernières années sur nos stades. Vous savez que récemment un arbitre a été agressé. Donc nous avons donc pris la décision de convier tous les clubs de D1 à cette réunion pour faire le point sur la fin du championnat, pour que nous puissions avoir une fin de championnat heureuse et que le champion que nous aurons soit un champion légitime et que nous prenions toutes les dispositions idoines pour que les 3 dernières journées du championnat, ce qui concerne le club de D1, se passent dans les meilleures conditions possibles. Donc nous nous sommes accordés sur un certain nombre de points, notamment il y en a 2. Renforcer le système sécuritaire au niveau des différents stades, bien que vous savez qu'il y a la configuration de certains clubs, de certains stades ne permettent pas d'avoir une sécurité efficiente. Mais tout ça, ça va être réglé. Donc nous avons aussi vu que nous avons proposé un huis clos pour les matchs, mais ça a été donc rejeté par le club, ce que nous avons retenu. Il y a un point important aussi, c'est l'arbitrage. Donc nous avons retenu que les arbitres expérimentés seront retenus pour ces 3 dernières journées du championnat. Donc pour me résumer, ça a été une très belle rencontre. Donc ce sont des décisions consensuelles que nous avons prises avec tous les clubs. Vous savez que c'est notre méthode de travail. Il est important pour nous de discuter avec les acteurs de notre football pour prendre les décisions qu'il faut, de sorte qu'aucune décision ne puisse être contestée lorsqu'il faut les appliquer. Le comité exécutif qui rencontre donc les responsables des clubs de première division juste avant donc cette dernière ligne droite là des matchs en simultané où il y a beaucoup d'enjeux. Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative là? C'est une initiative à saluer, Jérôme Tchendrebego, mais le problème c'est que ce qui se passe au niveau des stades, ce n'est pas avec les présidents de clubs de D1, à ce que je sache, c'est avec les supporters. Et est-ce que les présidents de clubs peuvent interdire ce qui se passe au niveau des supporters?
Ils ne peuvent pas. Moi, j'aurais aimé qu'on rencontre et les présidents du club et les représentants des supporters. Là, au moins, on aurait eu peut-être une garantie quelque part. Ils se connaissent entre eux, ils savent qui peut manifester au niveau des stades. Ils peuvent, à leur sein, au niveau de leur sein, faire la police avant de venir au terrain. Mais rencontrer les présidents de club, est-ce qu'ils connaissent même les supporters? Est-ce qu'ils connaissent même les supporters les plus bouillants? Le plus bouillant, entre parenthèses. Est-ce qu'ils les connaissent? Alors, Claude Romba, il s'est beaucoup agi aussi de programmation, et on a parlé aussi de la question d'arbitrage. Oui, mais bon, je pense que le président, comme il a dit, il a voulu donc rencontrer tout le monde pour que au moins chacun soit mis au courant des décisions avant que, ou du moins que ces décisions soient consensuelles avant qu'elles ne soient donc programmées ou en tout cas diffusées. Je pense que c'est une bonne initiative parce que ça va permettre de baisser la tension et de permettre donc que le jeu se déroule de façon, je dirais, avec beaucoup de fair play. Voilà. Alors, on va écouter ceux qui étaient en face du président Lazare Bansé et son comité exécutif, le président de Léopard de Saint-Camille et le vice-président du Racing Club de Bourg-du-Lasso. Déjà, il faut saluer l'esprit du président de la fédération qui a voulu quand même gérer la situation par, comme lui-même il a dit, un management participatif. Et nous avons vécu des situations où les gens se sont plaints dans le passé comme quoi les décisions venaient de haut sans que les équipes soient informées à l'avance. Aujourd'hui, c'est toutes les équipes qui ont été unanimes sur la bonne méthode qui a été choisie par le président de la fédération. Et nous avons ensemble arrêté ce qui doit être fait pour que ces 3 dernières journées du championnat se déroulent dans de bonnes conditions. Et comme l'a dit le président de la fédération, et que les champions soient vraiment un champion légitime. En tout cas, toutes les équipes ont donné leur avis et je pense qu'ils vont prendre des décisions qui vont découler justement de ces avis des clubs, des présidents des clubs. Pour cette fois-ci, nous n'avions pas de problème particulier. Tous les problèmes étaient des problèmes généraux, puisque les 3 dernières journées concernent toutes les équipes qui participent au championnat de première division. Et les points qui ont été les plus évoqués, c'est le point d'arbitrage, sur lequel le président de la fédération a souhaité qu'il y ait vraiment des arbitres qui aient les niveaux pour siffler, en tout cas tous les matchs, tous les derniers matchs qui sont des matchs à enjeu. Et pour ceux qui doivent se maintenir en première division et ceux qui sont en tête du championnat. Là où je ne suis pas satisfait, le calendrier est sorti et on a changé encore le calendrier. Voilà, sur la programmation du terrain. Voilà. Ça ne vous arrange pas? Moi, je ne suis pas d'accord. Mais c'est déjà fait. On met ça sur n'importe quel terrain, nous allons aller jouer. Voilà. On nous a fait comprendre le terrain, on joue contre USFA sur le terrain RCK. Contre AS Police sur le terrain RCK. J'apprends tout de suite qu'on a ramené notre match contre USFA sur le terrain municipal. Voilà. Pour quelle raison, je ne sais pas. Parce qu'ils jouent le titre. Or, l'AS Police joue le maintien. Nous aussi, on joue le maintien. C'est les matchs à haut risque. C'est la même chose. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils le font. Voilà, M. Adama Tiemtore qui ne comprend pas, Claude Romba, qu'est-ce qu'il peut expliquer? C'est promotion, repromotion. Comme vous l'avez dit, ces 3 matchs, ces 3 dernières journées sont des journées à enjeu. Ça passe ou ça casse pour certains. Voilà, c'est-à-dire que soit dans un sens comme dans l'autre. Dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire soit on est champion aujourd'hui ou c'est fini, on n'est plus champion, ou soit on est descendu ou en tout cas on est maintenu. Donc ça fait que les intérêts ne sont pas forcément convergents. Donc ce qui explique qu'il y a une certaine difficulté. Maintenant, il faut tenir compte des enjeux dans la programmation des matchs. C'est vrai que M. Ayama qui se plaint sur la question de la reprogrammation de son match sur le terrain donc, de Issoufou Joseph Konombo, vous avez, comme on a dit, au moins 4 équipes qui sont encore en course pour le titre. Vous avez Sonabel,
Salitas, USFA, Douane. Voilà. Il faut qu'on sorte de là avec un champion. À partir de ce moment, on a des infrastructures limitées. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut permettre au moins que le champion soit un vrai champion. Donc tous ceux qui vont jouer le titre de champion là, il faut qu'ils jouent vraiment sur des terrains où personne ne peut discuter de la qualité du terrain. D'accord. Ensuite, vous avez ceux qui jouent pour le maintien. Il faut tout faire pour les programmer sur des terrains aussi acceptables pour que demain ils ne puissent pas dire que c'est parce que le terrain n'était pas bon. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir jouer, comme on le dit, sur des terrains de qualité. Maintenant, les infrastructures sont insuffisantes. Donc, on essaie de jauger pour trouver la meilleure formule. Il n'y en a pas, d'ailleurs, parce que vous avez vu, il y a beaucoup de contestations. D'accord. Donc, on va avancer. En attendant la finale de la Coupe du Faso 2021 qui mettra aux prises l'ASFA Yenenga et l'ASFB le 20 juin prochain. Le match de classement a désigné l'équipe médaillée de bronze de la COFA. Il s'agit de Tema Boquin, club de D2, qui a dominé l'AS Police 1-0 mercredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Le résumé de la rencontre avec Gérard Sommet et Alex Agri. L'association sportive de Tema Boquin inscrit son nom au tableau d'honneur de la 34e Coupe du Faso. Pour la petite finale, les garçons d'Idrissa Congo ont simplement cru en eux face à l'AS Police. Tout d'abord, une minute de silence a été observée en hommage aux victimes du Solha. Round d'observation pour ces 22 acteurs dans ce premier quart d'heure de jeu. Tema Boquin donne le signal à la 20e minute. Sur ce coup franc, Achille Yamiro reprend la tête, mais ne parvient pas à tromper Daniel Sayon. À la demi-heure du jeu, centre rasant de Amadou Ouattara. L'attaque de l'AS Police reprend à 2 fois, mais ne parvient pas à ouvrir le score. Les deux équipes retrouvent les vestiaires avec ce score de parité 0-0. La deuxième période repasse au tambour battant. À la 50e minute, Simon Nikema, libre de tout marquage, ouvre le score pour ce club de deuxième division. Tema Boquin 1, AS Police 0. À la 71e minute, Kader Nikema rate la balle du chaos. L'AS Police jette ses dernières forces pour obtenir l'égalisation, mais bute sur une équipe bien en place. Le score n'évoluera plus. Victoire de l'AS Tema Boquin sur des flics peu réalistes. On devait aller chercher quand même la 3e place, c'était possible. Au vu de tout ce qu'on a fait durant la compétition, le potentiel y est. Et donc, on n'avait pas de problème à aller chercher ces 3 points. Même si on sait que l'AS Police, c'est une équipe aussi décidée, qui est engagée. On avait un plan clair dans la tête quand on montait. Nous, on est resté en place et on a procédé par des contres. Les jeunes ont été très disciplinés dans les consignes qu'on leur a données. Donc, il va sans dire que quand il y a la discipline, il y a le résultat. Nous sommes allés en demi-finale, on finit 4e. C'est une première. Mais maintenant, c'est que la difficulté actuellement, c'est notre maintien pour rester en 2-1 qui est encore on est en train de compliquer ça. Et j'ai dit aux jeunes aujourd'hui de gagner pour nous-mêmes d'abord, pour notre morale, pour pouvoir vraiment installer la confiance au sein du groupe. Voilà, mais on a perdu et on va refaire le vide rapidement, oublier ce match. En plus de la médaille de bronze, Drissa Congo et ses garçons empochent la somme de 5 millions de francs CFA. Qui de l'ASFA Yenenga ou de l'ASFB succédera aux académiciens de Raïmo? La réponse est pour ce 20 juin, au stade du 4 août. Chez les dames, c'est Lazo qui a créé la surprise en venant à bout de l'USFA à l'épreuve des tirs au but 3-1 après un jeu d'un but partout. Kwala Nebié et Abdoulaye Kabouré pour le résumé. L'AS Oisillon Azo veut à tout prix remporter ce match de classement face à l'USFA en Coupe du Faso chez les dames. L'Azo, à force d'insister, va ouvrir la marque dès la 2e minute par Fadiratou Tarnagda. Favorite, les joueuses de l'équipe militaire haussent la cadence. Kadiatou Dao va inquiéter à plusieurs reprises la gardienne de but Fieta Yamego qui se fait respecter. Les dames en bleu et rouge vont obtenir un penalty qui sera transformé par Mouniratou Compaoré à la 29e minute. Azo 1, USFA 1. C'est le score à la pause. À la reprise, la domination de l'équipe militaire est nette. Les Oisillons par moments cherchent à inquiéter leurs adversaires sans succès.
Les duels sont légion. Le coach de l'USFA, Zakaria Zeba, conteste certaines décisions de l'arbitre. Il est expulsé. Les dames ne se font pas de cadeaux jusqu'à la fin du temps réglementaire. Le score est d'un but partout. L'on a recours au tir au but. Et dans cette épreuve, c'est Lazo amené par Fieta Yameogo qui arrive à bout de Marida et les autres. 3 tirs de réussi contre 1. Lazo remporte la 3e place. Nous n'avons pas eu une préparation particulière. Au contraire, cette fois-ci, les 2 semaines, nous n'avons même pas eu un temps d'entraînement parce que les enfants sont en classe d'examen. Voilà. Donc ils ont joué avec cœur, avec volonté. C'est ce qui nous a permis de gagner ce match-là. D'abord, je commence par féliciter l'adversaire qui n'a pas démérité. Je pense que les filles ont donné le meilleur d'elles, qui se sont battues, surtout en seconde mi-temps. Mais qu'est-ce que je vais dire? Ce jour était un jour sans pour nous. Peut-être on ne devait pas gagner, sinon elles se sont battues, elles ont mouillé le maillot. Et malheureusement, l'équipe adverse a gagné. Donc, malheureusement, l'équipe adverse a gagné. Donc, je sais les féliciter. Bonne continuation à elles. Les protégés de Haruna Bansé obtiennent des médailles de bronze et la somme de 750 000 francs CFA. L'USFA Dame repart quant à elle avec 500 000 francs CFA. Bravo donc à ces équipes. Et Claude Romba, les 2 finales, hommes et dames, Coupe du Faso, c'est pour ce week-end. Oui, c'est pour gérer parce que Christelle n'est pas contente. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas contente? Au niveau des prix, Jérôme Tchendrebego. Bon, d'accord. C'est la même énergie que les femmes et les hommes dépensent sur le terrain. Et je pense qu'on doit rehausser également. On doit rehausser également le prix au niveau des dames. C'est entendu, c'est bien noté. Voilà, de 5 millions à 7 millions, 750 000, bon, l'écart est abyssal. Ok, la finale de la Coupe du Faso, sauf chemin dernière minute, est prévue donc au stade du 4 août, le dimanche 20 juin, à partir de 16h. Et puis la finale de la Coupe du Faso Dames est prévue donc le samedi 19 juin, toujours au stade du 4 août à partir donc, je n'ai pas le lieu, peut-être. Au stade municipal, je pense. Municipal? Ça va être municipal. Probablement. Probablement municipal. D'accord. Et je vous le disais en titre, l'Union nationale des supporters des étalons renouvelle ses instances dirigeantes. Le chronogramme est le suivant. Les 19 et 20 juin, élection des sections provinciales dans les chefs-lieux des différentes provinces. Du 24 juin au 1er juillet, élection des sections régionales dans les chefs-lieux des régions et l'élection du bureau exécutif de l'Union nationale des supporters des étalons se tiendra le 10 juillet à Ouagadougou. C'est une information du Comité national olympique et des sports burkinabé CNOSB signée par son président, M. Singapinda Jean Yameogo, qui s'est compté sur le fair play de tous. Il faut noter que le président sortant donc de l'UNSE, LH Ablassé Yameogo, n'est pas candidat à sa propre succession et c'est son premier vice-président LH Ouseni Tougma qui est candidat déclaré pour le moment. En tout cas, on entend parler aussi, Claude, d'un autre candidat qui pourrait se jeter dans la course donc au fauteuil de l'UNSE. Il s'agit, on parle de... Soumaïla Ilboudo. Voilà, qui avait à un moment donné donc, dirigé l'UNSE, qui avait eu quelques soucis et qui pourrait peut-être en tout cas se jeter dans la course donc au fauteuil. Pourquoi ne pas se dévoiler? Les sections provinciales, déjà, ça commence ce week-end, mais jusque-là, on ne l'a pas encore, et c'est pas encore prononcé, on attend de voir. Sa stratégie de campagne sera comment alors? Si jusqu'à présent, il s'est passé sur la candidat. On ne sent pas qu'il y a une élection qui se profile à l'horizon parce que les années antérieures, on sentait chacun battait campagne, mais cette fois-ci, c'est un peu mou, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que l'UNSE n'est plus aussi avantageuse que ça ou bien je ne sais pas? Je me pose des questions. Page internationale de cette intégrale foot 57 après ceci.
L'Amérique latine et l'Europe sont en fête footballistique. Après moult tractations, la Copa América finit par établir son quartier général au Brésil. Et en match d'ouverture, le Brésil de Neymar a marché sur le Venezuela. 3-0 hier dimanche. L'Euro a pris son envol vendredi dernier avec un certain Turquie-Italie. Les Three Lions, la Squadra Azzurra et les Diables Rouges réussissent leur entrée en matière de l'Europe en Amérique du Sud en voyage avec le commandant Alex Zagri. Privée de compétition internationale depuis 2016, la sélection italienne a brillé en ouverture de l'Euro 2020 en dominant largement la Turquie 3-0. La Squadra Azzurra a fait la différence après la pause, après un autogol de Merih Demiral, une réalisation de Ciro Immobile à la 66e et de Lorenzo Insigne à la 69e. Dans le groupe B, la Belgique a aussi rempli sa mission à l'occasion de sa première sortie. Malgré les absences de Kevin De Bruyne et d'Axel Witsel, les Diables Rouges ont facilement disposé de la Russie 3-0. Romelu Lukaku réalise le doublé. Dans le groupe C, les Pays-Bas l'emportent face à l'Ukraine après un scénario complètement fou. Après avoir vu l'Ukraine revenir à l'égalisation, les Pays-Bas ont finalement décroché un précieux succès 3-2 grâce à Dumfries en toute fin des rencontres. Jamais capable de l'emporter sur un premier match à l'Euro, l'Angleterre met un terme à cette anomalie contre la Croatie 1-0 dans le groupe D. Très séduisant dans la première partie, les Anglais ont finalement réussi à faire la différence au retour des vestiaires grâce à Raheem Sterling à la 57e minute. Dans le continent américain se joue aussi la Copa América. Alors qu'elle devait se tenir en Argentine, c'est finalement au Brésil qu'elle a lieu avec 10 nations en lice. Et pour le match d'ouverture, le pays hôte a disposé du Venezuela 3-0 avec les réalisations de Marquinhos à la 23e minute, Neymar sur penalty à la 64e et Gabigol à la 89e. Dans ce même groupe, les Cafeteros de la Colombie ont pris le meilleur sur l'Équateur 1-0. Une réalisation d'Edwin Cardona à la 42e minute. Et dans le match en cours, Argentine-Chili, l'Argentine donc mène 1-0 à la mi-temps grâce à Lionel Messi. Paraguay-Bolivie, c'est à suivre à partir de minuit, en tout cas pour ceux qui pourront veiller pour l'Euro. La Pologne donc de Lewandowski est tombée devant la Slovaquie 1-2, l'Espagne-Suède 0-0 et demain vous aurez France-Allemagne et Hongrie-Portugal. Alors, puisqu'on a 30 secondes, Claude Romba, vous vouliez rendre un hommage à El Hadj Ablassé Yamégo, le président sortant de l'UNSE, en tout cas qui se retire. Ben évidemment, je pense qu'il faut lui rendre hommage, il se retire, c'est vrai, mais bon, moi, je pense que voilà, quelqu'un qui s'est investi, quand on dit un supporter qui s'est véritablement investi dans l'Union nationale, je pense qu'il a fait. Il a souvent même délié le cordon de la bourse. Et je pense que c'est ça aussi, il a quand même donné un peu de lui-même. Avec beaucoup de stabilité. Beaucoup de stabilité, il a réussi, donc, parce qu'il y a beaucoup de bagarres autour, mais il a réussi quand même, durant son mandat, à créer une certaine relative stabilité. Maintenant, il se retire avec... il faut lui rendre hommage, parce que déjà, pour le faire, partir sur une bonne note, c'est déjà pas mal. Surtout savoir partir. Voilà, c'est ça. Donc, il sait déjà partir. Je pense qu'il faut lui rendre hommage. Et puis bon, vous l'avez dit, l'Argentine menait à 0 grâce à Lionel Messi. Le meilleur joueur du monde, qui évolue dans le meilleur club du monde, ben, c'est normal. Selon Claude. Vous n'allez pas créer la polémique ici. En tout cas, Christelle, d'abord, merci beaucoup à vous d'être venu sur ce plateau malgré la fatigue. Et merci à vous, Claude Romba. On va, Jean-Modeste Ouedraogo,
et Mahamadi Wena et toute l'équipe de retransmission de la RTV sera du côté de Bodjulasso. Et Sportbox, Bodjulasso, une ville pépinière du sport burkinabé. Vu de l'esprit ou réalité, ce sera le sujet de Sportbox qui sera débattu avec des invités comme Famoso Daouda Sanou, donc le directeur régional des sports, et bien entendu Missiri Sawadogo et notre confrère Jonas Apollinaire Kaboré du côté de Bodjulasso. Oui, Claude Rama. Le meilleur joueur à GSB du mois est connu. Il s'agit de Youssouf Zonon, donc du RCB. Voilà, donc il va recevoir son prix très bientôt du côté de Bodjulasso. RCB FO, justement, à suivre en direct sur les antennes de la RTB, mercredi à partir de 16h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.